Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Raphaël Yodra, qui vient s'ajouter à la liste des champions du monde de boxe thaïlandaise à s'exprimer sur le podcast, après Aurélien Duhart et Alex Font. Raphaël est également à l'origine de la course de la liberté, qui consiste à courir plus de 30 km par jour pendant près d'un mois, épreuve qu'il réalise plusieurs fois par an. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de notre actualité et si possible de prendre quelques instants pour nous laisser une petite évaluation positive. Voilà, c'était l'instant promo et maintenant je vous laisse découvrir l'invité du jour. On va pouvoir commencer. Super. Bienvenue Raphaël sur le podcast. Yes, merci Martin de m'avoir invité. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un peu difficile de te joindre, mais je suis très content d'avoir enfin réussi. Yes. J'ai découvert ton profil il y a peu grâce à Claire. Merci, bisous, ouais. Voilà, merci à elle. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter, toi, pour les auditeurs? Alors, moi, je m'appelle Raphaël Yodra, j'ai 30 ans, je suis champion de boxe thaïlandaise. Et aujourd'hui, je fais des projets qui s'appellent la course de la liberté, où je cours avec un flambeau 30 à 40 km par jour durant 4 semaines pour incarner le mythe de Prométhée et défendre la liberté qui a été terriblement bafouée et violée ces dernières années. Voilà. Super présentation, un niveau de concision incroyable. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur tout ça, en commençant par le début. Oui. Donc, tu dis que tu commences par dire que tu es champion de boxe thaï, donc tu es sur le podcast Vegan Fighter. Yes. Tu es aussi vegan, ce que tu n'as pas dit dans ta présentation. C'est vrai. Et donc, je voudrais commencer par les sports de combat. En général, oui. Si tu as vu un petit peu les autres podcasts, on commence par parler un peu de ça pour asseoir un peu ta crédibilité avant de rentrer dans des considérations un peu plus éthiques pour les animaux et ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la base, au sport de combat et quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce que depuis l'enfance, tu as commencé ou est-ce que c'est venu plus tard? Du coup, depuis tout petit, dès la cour de récréation en maternelle et en primaire, j'aimais beaucoup me bagarrer, mais gentiment en fait. C'était pour rigoler. Ma première vraie bagarre, c'est assez tard, c'est à 13 ans à la sortie du collège, avec des coups de poing dans le visage, quoi. Mais sinon, au-delà de ça, moi je dirais que ça fait partie de mon soi en fait. Donc c'est ce que Carl Gustav Jung appelle le soi, c'est notre identité intérieure potentiellement parfaite qu'on doit tous incarner, ce dans quoi on peut exceller. Et donc dès petit, moi j'avais ce côté guerrier, j'adorais Dragon Ball, Rocky, tout ça. Donc c'était naturel pour moi. Il y a aussi donc Carl Gustav Jung, il a mon grand maître à penser. Donc Carl Gustav Jung, voilà, qui a été élève de Freud et c'est lui qui a démocratisé des termes comme inconscient collectif, archétype, synchronicité. Et, D'accord. Donc il parle du soi. Donc le soi, c'est cette identité potentiellement parfaite qu'on a tous à l'intérieur de nous et qu'on doit développer et incarner. C'est le but de notre existence, c'est ce qu'il appelle le processus d'individuation. Donc moi, mon soi, il comprenait d'être un guerrier. Et donc dès petit, j'étais attiré par ça, par la bagarre. Et il y a aussi des stades de l'anima et de l'animus qu'il a définis. Donc l'anima qui est l'âme féminine, l'animus l'âme masculine. Et le premier stade, c'est la force. Donc depuis toujours, il y a des représentations archétypales comme Héraclès, Tarzan. Donc aujourd'hui, on a Rocky et Sangoku que j'ai cité, Wolverine et beaucoup d'autres en fait. Donc c'est le premier stade de l'âme masculine, c'est la force. Donc de passer par ce stade de guerrier, en fait, ça me paraît tout simplement naturel, normal qu'un petit enfant aime bien la bagarre. Donc, même si ça se perd beaucoup aujourd'hui, ça aussi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais voilà, pour moi, c'est normal. Donc depuis petit, j'adore ça, voilà, regarder Rocky, Sangoku, Vegeta, et puis me bagarrer. Donc c'est naturel pour moi de t'attirer par les sports de combat. Mais j'ai commencé tard. J'ai commencé qu'à 16 ans, la boxe thaïlandaise. Après, par contre, j'étais déjà très sportif, donc j'étais très fort physiquement et j'avais un mental aussi très puissant, ce qui m'a permis de monter assez vite et de battre des adversaires plus techniques et plus expérimentés que moi. D'accord, sur le physique principalement et la détermination, quoi. C'est ça, le physique et le mental. Les mecs, je les lâchais pas du début à la fin, je reculais jamais, et puis j'encaissais bien aussi, quoi. Voilà. Donc on me surnommait Manuel. Tu as été, parce que je ne sais pas dans quelle région tu as grandi. J'ai grandi à côté de Paris, dans le Val-de-Marne.
D'accord, dans le Val-de-Marne. Ouais. Et rapidement, est-ce que le club dans lequel tu étais, c'était un club qui formait des champions, qui t'a mis sur une voie, ou c'est vraiment à force de gagner des combats que tout naturellement, tu es monté de championnat en championnat vers des titres plus importants? Non, c'est vraiment un très bon club. Il faut savoir que la France, on est la meilleure nation après la Thaïlande en boxe thaïlandaise. Mhm, Et donc voilà, j'étais un bon club formateur de champions, donc les frères Mamoudi à Bonneuil-sur-Marne. mhm. Et donc voilà, rapidement, ils ont vu en moi un potentiel, une grosse volonté, un gros physique. Et donc je me suis donné à fond. Ils m'ont aussi beaucoup donné. Ils m'ont permis, ils m'ont envoyé en Thaïlande à 19 ans, quand moi j'étais dehors sans permis, sans diplôme et sans argent en fait. Mhm. Donc ouais, ils m'ont pris sous leur aile, ils m'ont beaucoup donné, ils m'ont donné mes chances pour devenir champion. D'accord. Une petite question qui n'a rien à voir, mais tu sais que j'ai reçu Aurélien Duhart en Ah, podcast. ouais, génial. Claire m'avait dit, elle m'a envoyé, je crois, même quelques photos. Vous êtes tous les deux sur un ring, peut-être pour Ouais, une démonstration. ouais. Quelle est votre relation à tous les deux? Comment vous vous connaissez? Bah, du coup, Aurélien Duarte, c'est oui, c'est un ancien champion de boxe thaïlandaise. Il connaît très bien mes entraîneurs, Nordine et Mamar Mamoudi. Du coup, là où je l'ai rencontré, bah, la première fois, c'est lors de ce gala. En fait, c'était un gala un petit peu, comment appeler ça, une festivité en honneur à Pascal Igliki, donc, qui était un grand journaliste sportif qui a beaucoup promu la boxe thaï en France Mhm. et qui était décédé. Donc, ils ont fait un petit gala où les anciens champions venaient faire des combats de démonstration et les champions actuels venaient les arbitrer. Donc, c'est dans ces circonstances-là que moi, j'ai arbitré le combat d'Aurélien Duarte contre Krongsak. Mais Aurélien Duarte, du coup, qui est vegan, forcément, se porte mieux que les autres anciens champions. Évidemment, il est en super Voilà. shape. Et Mm. il avait, du coup, lui, il avait au lieu de se reposer entre les rounds. Et ben, il a mis les gants avec moi et on a fait un petit peu les pitres et c'était sympa. Donc, c'est de là que viennent les photos, en fait. C'est original, mais c'est vrai, c'est que j'ai vu sur les photos que tu étais en tenue d'arbitre. Je me suis dit, Voilà. que c'est que cette histoire? Et en fait, pendant les minutes de pause, toi, tu Ouais, mettais une paire de gants pour boxer avec lui. ouais, c'est ça. C'est Bon, du moi, jamais vu, quoi. ouais, c'était une surprise et c'est les gars de son coin qui m'ont ramené des gants, qui m'ont dit, allez, vas-y, à ton tour. Donc, on a rigolé un petit peu. Et Ouais, à part ça, il y a eu un moment où j'ai eu des soucis de santé en 2015 ou 2016, je ne sais plus, et où il avait proposé de me voir pour m'apporter un peu son savoir, son aide. Et on avait sympathisé aussi, on s'était donné rendez-vous aux arènes de Lutèce. Et c'était avant que je devienne vegan, je n'étais peut-être même pas encore végétarien à l'époque. Et donc on avait bien échangé à ce moment-là, on avait sympathisé aussi. Mais c'est tout, après je ne l'ai pas revu depuis. d'accord. Et vous aviez parlé alimentation à cette occasion? C'est possible. Moi, du coup, j'étais dans une période de transition en fait où je changeais beaucoup de choses dans ma vie. Et ouais, j'ai toujours refusé bah, la plupart des médicaments et des traitements. Donc, moi, je me suis soigné par le jeûne et par changer d'hygiène de vie et d'alimentation. Donc, je sais plus si à l'époque j'étais déjà végétarien ou si suite à ça je suis devenu végétarien, puis l'année suivante vegan. Voilà, donc on avait dû parler de beaucoup de choses, je pense. Ouais. Hmm. C'est une démarche, quand tu es devenu végétarien puis vegan, c'est une démarche pour ta santé ou plutôt éthique à la base Non, c'est clairement par empathie pour les animaux. Ouais. Parce que du coup, j'ai eu aussi des soucis de santé un peu dans ces moments-là où je remettais un peu tout en cause. C'est un ensemble, en fait, c'est le moment où je changeais beaucoup de choses dans ma vie. C'est vrai que moi, j'estime être devenu végétarien et vegan très tard, à 23 ans végétarien et vegan à 25 ans. Mhm. Mais parce qu'avant ça, j'y avais pas été sensibilisé. Dès petit, en fait, j'avais une âme de vegan. En maternelle, je choquais un peu tout le monde en disant que j'aimais autant les animaux que les humains. Et quand on me disait qu'il y avait un tel à l'école qui avait son père de chasseur, bah, moi je le boudais. Et des choses comme ça. Mais on ne fait pas le lien entre les animaux qu'on aime et ce que nous donnent les parents à manger, ce qu'il y a dans notre assiette. Mhm. Et j'ai jamais eu de smartphone, j'ai jamais été sur les réseaux, j'ai plus de téléphone depuis 2019. Bon, ça c'est après que je suis passé végétarien vegan, mais pour dire un exemple, en fait, que je n'étais pas forcément sensibilisé et j'ai pas forcément jamais vu un reportage finalement d'abattoir ou d'élevage intensif. J'ai pas besoin de ça. À partir du moment où on m'en a parlé un peu, c'est l'inconscient qui a fait le travail en fait. J'ai commencé à entendre parler des causes du végétarisme et tout ça, des gens qui n'acceptaient pas du coup la souffrance animale et leur mise à mort, etc. Et donc, tout seul, ça a fait un peu le travail en 2016. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais oui, mais pourquoi en fait, est-ce que je mange là? Pourquoi est-ce que je ne m'intéresse pas au bien-être des animaux, à leur liberté, à leur bien-être?
Donc naturellement, je suis devenu tout seul végétarien. Et après ça, je me suis un peu intéressé au véganisme. Je suis tombé sur un livre à la médiathèque. Et puis je suis tombé, je me souviens, sur une page clairement qui parlait du viol des vaches, en fait, des inséminations. Et moi, je suis vraiment hypersensible, donc ça m'a vraiment mis en état de choc. Quand j'ai lu ça, j'ai eu cette image d'un vagin déchiré. Ça a été complètement insupportable. Et après ça, je me suis dit, bah, c'est terminé, je ne soutiens plus ça et je suis devenu vegan, donc fin de l'année 2017. D'accord. Ouais, c'est vrai. Tu parles du viol des vaches. C'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps aussi avec des collègues de boulot. Et c'est vrai que quand tu dis ça choque les gens, tout le monde s'offusque. Comme si quand c'est un animal, le terme de viol ne s'applique pas. Mais la réalité, c'est que c'est le cas. Bien C'est sûr. que le résultat est le même, en fait, hein. C'est De toute juste que c'est façon, un animal le qui ne va seul, pas aller porter plainte pour ça, mais bien sûr. c'est tout, quoi. Oui, mais le seul argument qu'on peut nous opposer, de toute façon, c'est le spécisme, c'est que eux, ce ne sont que des animaux. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est un concept contre lequel on lutte sur ce Tout à fait. podcast. D'accord. Et du coup, juste pour revenir sur tes soucis de santé, si c'est pas indiscret, c'était quoi comme soucis de santé qui t'ont Alors, lancé dans cette réflexion? ouais, il y a beaucoup de choses en fait. En 2014, j'ai eu un accident qui m'a éloigné des rings pendant un certain temps. Je me suis cassé 2 vertèbres. Après Mhm. ça, quand j'ai repris, j'ai fait 2 bonnes performances, 2 grosses contre-performances. Donc, j'ai fait des tests. J'avais le foie et les reins encrassés. J'avais l'organisme épuisé d'une manière générale. Mhm. Donc, c'est là où j'ai fait mon premier jeûne. Après ça, où je suis devenu végétarien, où j'ai commencé à changer d'hygiène de vie sur plein de choses. Et ouais, moi, je suis quand même quelqu'un de très excessif. Donc, à 20 ans, je me sentais déjà assez fatigué et assez vieux. Et, donc, ouais, il y a eu aussi, jusqu'à mes 18 ans, par exemple, je mangeais très mal. Je mangeais surtout du lait de vache et des céréales type Kellogg's et très peu de fruits et légumes. Je n'avais pas été, du coup, bien Mhm. sensibilisé, bien éduqué à ce niveau-là. Les fois où je fais la fête avec les copains, même s'il y a une période, c'était peut-être un peu trop souvent, même si dans ma vie, ça n'a pas été souvent. Moi, je n'aime pas l'alcool, mais avec mon tempérament, en fait, entier et excessif, bah, du coup, je vais prendre un verre plein de whisky ou de vodka pur. Je vais dire, bah, t'es sûr, c'est de l'alcool, ça, et je vais le terminer d'un trait, et hop, et sur Mhm. sur un deuxième. Donc, il y a un tout, en fait, mais les horaires de boxe, ils ne pouvaient pas toujours être adaptés, en fait, les entraînements tard le soir, où je me donnais vraiment comme un malade, et où tu as le cœur qui monte à des pulsations, du coup, très élevées, et après, c'est difficile de dormir avant 2-3 heures du matin, et le lendemain matin, il faut retourner courir, et puis l'alimentation qui n'était pas bien gérée, où je devais faire des pertes de poids, où je devais descendre à 72 kilos, ou là, que je dois en peser plutôt 80. Et puis, à l'époque, en connaissant mal l'alimentation, parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai changé d'hygiène de vie et de régime alimentaire, mon dernier cutting, du coup, c'est très bien passé. C'était en Chine, mon dernier combat en 2018. Je suis descendu de Mhm. 112 kilos sans problème maintenant, grâce à ma connaissance, du coup, Combien t'as perdu, pardon? J'ai pas... bah, je ne sais plus à l'époque combien je faisais, mais j'étais descendu à 72 kilos. Et D'accord. je devais être stabilisé à l'époque quand j'étais encore à Shanghai, un peu plus au milieu de la boxe. Je devais être stabilisé vers 76, 75. Et j'ai très D'accord. bien fait gérer ma perte de poids à ce moment-là, vu que maintenant je sais qu'on peut vivre très bien en mangeant que des fruits et des légumes, qu'on peut jeûner, qu'on peut sauter des repas sans problème. Et, Mhm. enfin, donc, voilà, et je manquais pas du tout de puissance, vu que c'est un combat que j'ai gagné par KO au deuxième round. Mhm. Et c'est mon dernier combat, et donc c'est un de mes 2 seuls combats en tant que vegan. Depuis que je suis devenu vegan, j'ai fait que 2 combats qui sont 2 victoires. Donc c'est les combats sur lesquels je reste en 2018 en Chine. Donc voilà, Et, tout ça. Oui. et c'est un choix d'avoir arrêté ta carrière après ces deux combats ou c'est une porte que tu te laisses ouverte pour recombattre? Alors, j'aimerais recombattre un jour, mais pour l'instant, c'est pas possible. Parce que voilà, après ces 2 combats, en fait, j'avais déjà commencé à changer de vie assez drastiquement. J'ai un ami, le fils de mon entraîneur d'ailleurs, qui m'a proposé de le rejoindre à Shanghai, où il était. Lui, il y avait un club de MMA avec lequel il travaillait, qui recherchait un deuxième enseignant de boxe thaïlandaise. Mhm. Moi, j'y suis allé, j'ai donné des cours là-bas pendant 6 mois avec lui. Et en parallèle, on a été boxé 2 fois en province, où c'est lui qui m'a coaché. Donc ça, ce sont mes 2 derniers combats. Shanghai, ça a été très intéressant pour moi professionnellement et puis même un peu du point de vue cheminement personnel. Mais par contre, ça a été très très dur parce que je suis un amoureux de la nature. Donc Shanghai, c'est vraiment l'enfer à ce niveau-là. Mhm. Attends, bien, ça s'est mis en veille. Est-ce que tu Non, m'entends non, encore? je t'entends bien, ouais, je Non, t'entends c'est très bon. bien. Ça Ouais, commence à ouais. se mettre en mieux. Ok, donc quand je suis revenu de Shanghai à l'été 2018, j'ai fait une grosse cure de nature. Je suis parti dans les Pyrénées. Très vite, le maigre pécule que j'avais accumulé, ben, ça me nuisait. Donc, j'ai fait des vendanges, je suis parti dans des écoles, j'ai fait du woofi, et puis ensuite est arrivé le Covid et mon engagement.
entier, donc j'ai respecté aucune mesure. J'étais en confrontation souvent avec les forces de l'ordre. Donc je m'en suis retrouvé à brûler des papiers qui me restaient, casser ma carte bancaire, ma carte vitale, le téléphone, je l'avais déjà perdu. Et je m'étais dit, bah, j'en reprends pas. Donc aujourd'hui, voilà, je suis émancipé de ce système et je le combats de façon très radicale. Et donc, je ne veux pas et je ne peux pas y retourner. Donc pour l'instant, je ne peux pas boxer. Je suis dans un autre combat que j'estime plus important avec la course de la liberté. Mais là, j'espère garder la porte ouverte. Moi, le ring me manque beaucoup. J'aimerais y retourner. D'accord. Ouais. Et même pour combattre en France, en fait, tu as besoin de tes papiers, tout ça. Enfin, Surtout en France. Plus qu'en Thaïlande, en fait. En Thaïlande, tu vas à un gala ou à un camp et si tu dis que tu veux boxer, les mecs, ils te font boxer, quoi. En France, il faut oui, papier, il faut que tu aies été voir le médecin, l'ophtalmo, le cardiologue, le médecin du sport, blablabla. Voilà. Ah, mais c'est une véritable galère. Hein. C'est un des trucs qui a fait que j'ai arrêté de boxer aussi. Parce que déjà, faire un fond d'œil, tu as dû faire des fonds d'œil, j'imagine. Ouais, bien sûr. C'est quand même une expérience absolument horrible. Et tous les ans, je crois que la Fédé, tu devais être dans la même, hein, la Fédé de Muay Thai, parce que moi je combattais en kickboxing, mais j'étais dans la même fédération. Tu fonds d'œil tous les ans, quoi. Ouais. C'est horrible, quoi. J'appréhendais ce moment chaque année. Moi, il me semble que ça m'avait pas marqué. Moi, je me rappelle marre de faire des examens médicaux à chaque fois, tous les ans. Quand t'as rien, quoi. Faire un examen médical quand t'as quelque chose, déjà, c'est lourd. Et pour tout te dire, je suis en plein dedans. Là, je suis en train de me battre contre une infection de peau assez sauvage. Depuis quelques semaines, je suis éloigné des tatamis à cause de ça. Et bon, j'ai dû finir par avoir recours à la médecine conventionnelle. Et c'est une vraie galère, quoi. Je passe de médecin en médecin, il n'y en a pas un qui a le même avis. C'est un peu flippant, quoi. Donc bref, tout ça pour dire. T'as essayé de jeûner? J'ai pas essayé de jeûner. Et depuis tout à l'heure que tu me dis ça, je me dis bon, peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Ouais. Le fait de jeûner, du coup, ça va permettre à ton corps de concentrer toute son énergie sur le rétablissement et sur le traitement de ce mal. Ouais, je sais pas combien de temps quand tu jeûnes, quand tu es malade ou ce genre de truc, comment tu définis le temps dont tu as besoin pour jeûner? Ça dépend du coup du mal, en fait. Si c'est juste que je me sens un peu pâteau, là, pas très bien, voilà, une journée suffit généralement. Si c'est un mal un peu plus sérieux, 2 jours de jeûne sec, parce que moi je préfère jeûner à sec, en fait, sans boire non plus. Donc c'est un peu puissant. Donc 2 jours de jeûne sec, généralement, ça résout pas mal de choses. Et après, il y a eu d'autres fois quand je veux faire vraiment des traitements, des nettoyages en profondeur. Là, je vais dépasser les 3-4 jours. J'en ai pas fait beaucoup, mais en fait, c'est surpuissant. J'ai déjà fait plusieurs fois 6 jours d'affilée de jeûne sec. Et c'est des vraies renaissances, en fait. Tu te rends compte à ce moment-là que le corps et l'esprit, ça fait vraiment qu'un, qu'on est vraiment matière, mais que la matière, oui, c'est spirituel. Moi, voilà, je suis aussi moniste dans ma philosophie, donc comme Spinoza et comme Nietzsche, à dire vraiment que l'esprit, la matière, le terrestre, le céleste, ça fait qu'un, en fait. Donc vraiment, ça a été des véritables renaissances, en fait, de faire ces jeunes-là, ces jeunes secs, où j'ai changé mon rapport à la vie et au monde. Surtout en 2017, Et à partir de là où je suis parti beaucoup plus à l'aventure, à partir de là. Et quand tu jeûnes pendant plusieurs jours comme ça, quel est ton niveau d'activité? Est-ce que tu continues à vivre totalement normalement ou est-ce que tu te mets dans un mode un petit peu de méditatif où tu vas te reposer, en fait? Plus j'axe sur le repos, donc je laisse le corps au maximum faire son travail. Mais par exemple, mon premier grand jeûne, celui que j'appelle mon jeûne transcendant, j'ai beaucoup étudié à ce moment-là. C'est là un peu où j'ai fait mes bases en philosophie, en mythologie, en étymologie, en beaucoup de choses. Donc j'étais actif sur un certain plan, mais physiquement, j'étais quand même au repos, même si je marchais pas mal à ce moment-là. Mais de la marche, donc quelque chose de léger. Oui, tu n'étais pas dans un travail physique ni dans de l'entraînement. Non, j'étais quand même au repos. Enfin bref, ok pour ça, intéressant cette partie sur le jeûne. Le jeûne comme médecine, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et que j'ai jamais eu l'opportunité de tester, donc pourquoi pas. Yes, il faudrait. Je sais que mes parents en font, surtout ma mère. Chaque année, elle part 2 semaines faire un jeûne où elle boit, par contre. C'est pas un jeûne sec. Et ça, c'est quelque chose dont elle a besoin. Mais elle part dans des espèces de groupes où tout le monde jeûne.
Ouais. Et c'est beaucoup plus facile que d'être en famille où tout le monde bouffe autour de toi. Ouais, c'est plus facile, mais pour moi, tu manques un aspect essentiel du jeûne. Vraiment, le jeûne, pour moi, c'est une renaissance à la fois physique et psychique. Tu te rends compte que ça fait qu'un, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vraiment une autonomie. Tu prends, tu t'émancipes vraiment, tu te prends en main et tu te rends compte que tu peux vivre, toi, sur tes réserves tout seul, quelles que soient les conditions extérieures, en fait. Et que tu dépends C'est-à-dire pas de même si tu as du l'extérieur. monde qui mange autour de toi ou ce Ouais, genre c'est de ça, choses. tu dépends pas de l'extérieur, en fait. C'est que tu le fais quand toi, tu as envie, tu n'as pas besoin qu'il y ait un groupe qui soit mis en place, qu'il y ait telles conditions réunies. C'est quand toi, tu le Mm. décides. Où est-ce que tu veux, quoi. Ouais, ouais. Et est-ce que toi, quand tu es pas en train de jeûner, tu es quelqu'un de plutôt gourmand quel est ton rapport à la nourriture le reste du Complètement, temps? ouais, j'ai un grand appétit. En fait, tous les appétits sont proportionnels. Les appétits de vivre, quand on me voit faire du sport, quand on me voit aimer aussi, quand on me voit manger, pour tout, en fait. Bien sûr, j'ai un grand appétit, je suis un grand gourmand. Ouais. Et là, par exemple, pour rappeler ce que tu es en train de faire là, Oui, tu cours 30 km par jour avec un oui, flambeau. oui. Comment tu te nourris pour avoir suffisamment de carburant pour courir 30 km tous les jours pendant... Alors, combien de temps ça dure ta course Donc, du coup? chaque édition dure 4 semaines. Là, je suis 4 sur ma semaines. 6e édition, sachant que la première était en février 2022, donc il y a un peu moins d'un an et demi. J'en fais une par saison depuis. Ah oui, d'accord, c'est pas... Parce que moi, je croyais que c'était une par an, mais en fait, t'en fais plusieurs par an, quoi. J'en fais 4. L'année dernière, j'en ai fait 4, en fait. Et là, je D'accord, suis sur ma 6e. d'accord. Et donc, voilà, donc durant 4 semaines, je cours 30 à 40 km par jour. Donc, Mhm, la moyenne des éditions, c'est un peu plus de 900 km. Il y a certaines où j'ai dépassé les 1000. mhm, Et donc, le matin, je pars à jeun. Aux 2 tiers du parcours, je fais un ravitaillement. Donc, le 2 tiers du parcours, c'est entre 20 et 25 km. Là, je mange des fruits, quelques biscuits si j'en ai envie ou un peu de chocolat. Mais généralement, ça reste assez court et assez léger, le ravitaillement. mhm. En- Donc, là, plutôt 100% glucides, quoi. ouais, moi, de toute façon, d'une manière générale, ouais, je suis plutôt glucide, en fait. Les Mm, protéines, c'est un mythe que je combats. Et les mm, lipides, ouais, pourquoi pas, mais je me sens mieux avec les glucides. Et de toute façon, mm. c'est le cerveau et les muscles, ils ne fonctionnent pas à autre chose, en fait. Hein. De toute Ouais, façon, ouais. aujourd'hui, les gens le diabolisent beaucoup. En fait, tout le reste, c'est du mode dégradé, Ouais. les lipides. Ouais, ouais. Mm. Donc, ouais, surtout les lipides, surtout les fruits, en fait, parce que ça permet de m'hydrater en même temps. Il y a des éditions de la course où il faisait pas très chaud, où en fait, je buvais même pas la journée. Les fruits et les légumes m'hydrataient suffisamment. Ça Mhm. choquait les gens que je cours 30 km par jour sans boire. Mais voilà, j'étais suffisamment hydraté par mes fruits et par mes légumes. Et donc là, oui, il y a ce ravitaillement. Et à l'arrivée, qui se fait en début ou en milieu d'après-midi, bah, je m'adapte. Ça dépend du monde qu'il y a à l'arrivée, si on rencontre nos hôtes et tout ça, on parle un peu. Et après, au fur et à mesure de la journée, bah, je grignote un peu à mon envie. Et le soir, on partage un repas ensemble où là, je peux manger un peu plus selon mon appétit, selon ce qui se présente. Ouais, je m'adapte tout le temps, en fait. Ouais, d'accord. Et tu disais que tu combattais le mythe des protéines. Est-ce que ça veut dire que du coup, tu t'en fous? Tu fais pas du tout Complètement. attention? Ouais. Ouais, d'accord. Et en fait, Mais je fais très peu de muscu et je prends très vite. Et j'ai plutôt du mal à perdre qu'à prendre. Moi, je suis un profil anabolique. Bon, ça, ouais, c'est parce que j'ai beaucoup été privé. En fait, moi, je maintiens aussi. J'aime pas du tout le défaitisme et le déterminisme. Vraiment, ce qui prime dans la vie, c'est ce qu'on fait. Et le vivant, il s'adapte derrière, il suit. Donc, ouais, quand j'étais adolescent, j'étais un gringalet. Dans ma famille, on est tous tout maigres. Et c'est parce que j'ai été beaucoup privé dans ma vie, avec la boxe, avec le manque d'argent, avec le jeûne, avec plein de trucs, qu'aujourd'hui j'ai un corps qui stocke beaucoup. Et donc du coup, moi j'ai beaucoup de mal à perdre, plus à perdre qu'à prendre. Et donc les pompes, ouais, en plus quand je dis que je fais de la muscu, c'est jamais avec des haltères ou en salle, c'est toujours des pompes et des tractions. Et je prends très vite. Et donc je fais d'accord. que quelques séries de pompes le matin et ça me suffit. Et ouais, je fais pas du tout attention à mes apports de protéines. Et ouais, je répète toujours aux gens, si tu veux avoir du muscle, fais de l'exercice, tu auras du muscle. Et là, par exemple, pendant ta course, tu continues à faire tes pompes le matin. C'est ça. Et parce que pour moi, c'est très important du coup de garder ma force parce que je suis pas un coureur, je suis un boxeur. Dans ma vie aussi, c'est ce qui me permet de vivre libre tel que je l'entends. C'est grâce à ma force, faut pas se leurrer. Mm. Et en tant que boxeur, ouais, c'est important. Et puis il y a aussi, je sais pas si tu as vu la vidéo, je fais les pompes sur une main et deux doigts comme Bruce Lee. Et ça m'a pris, J'ai pas vu ça, mais ouais, ouais. je t'enverrai si tu veux. Ça m'a pris plus d'un an en fait à y arriver. Et donc c'est aussi grâce à ça que je peux beaucoup, c'est assez marquant, donc combattre le mythe
des carences et des véganes faibles et des protéines. Je leur montre, je dis bah regardez ça. Et généralement, les gens n'ont jamais vu ça, quoi. Parce que Ah moi-même, oui, sur deux doigts, c'est clair. Hein. j'ai jamais Sur rencontré un bras, personne qui en déjà, soit capable. Ouais. c'est relativement, enfin, j'allais dire commun. Non, il y en a beaucoup qui le font, mais, Ouais. mais ça reste quelque chose qui n'est pas à la portée. Quand on Ouais. dit beaucoup, il y en a beaucoup sur YouTube, sur tout Ouais. ça. Mais Ouais. en vrai, il n'y a pas grand monde que tu croises dans la rue qui est capable de faire proprement une pompe sur un bras. Tout à fait. Voilà, ça n'a rien à voir avec les pompes sur deux bras que à peu Bien près sûr. tout le monde peut faire. Bien sûr. Et donc, du coup, ouais, tous les matins, j'ai travaillé un petit peu, mais assez brièvement. Je fais quelques étirements, quelques échauffements, et puis je fais 2 à 3, voire 4 séries certains jours. Donc, généralement, c'est plutôt 2 séries, une de chaque côté. Et voilà, je travaille un peu mes pompes le matin. C'est plutôt de l'entretien, en fait. Il y a un mythe aussi, tu sais, dans la musculation, parce que moi, je fais de la musculation depuis pas mal d'années aussi. Ouais. Mais c'est plus quelque chose d'un peu méditatif pour moi, c'est-à-dire que je dirais pas que je progresse plus, mais j'ai pas pris 1 gramme de muscle depuis des années, mais pourtant je continue parce que ça me fait du bien. D'accord. Et en fait, il y a des dogmes un petit peu qui traînent, comme quoi il faut absolument s'entraîner d'une certaine façon, qui est la façon la plus commune qu'ont principalement des culturistes de pratiquer. Des culturistes qui sont souvent dopés aux hormones et qui dédient leur vie à l'entraînement musculaire, tu vois. Ouais. Et en fait, tu te rends compte en te renseignant, en discutant avec des gens comme toi, mais avec d'autres aussi avec qui j'ai eu l'occasion de parler, qu'il y a plein de façons de s'entraîner et qui t'amènent à des résultats relativement similaires. Ce qui, moi, m'amène à une conclusion, c'est qu'il ne faut pas s'en foutre de ce qu'on fait. Je pense qu'il faut chercher à progresser dans tout ce qu'on fait. Oui. Mais il n'y a pas une pensée unique et il y a beaucoup de façons de devenir plus fort, je pense. Et j'ai récemment chamboulé un petit peu mes programmes pour les rendre un peu plus fun, tout en gardant mon esprit à toujours progresser, tu vois. Et ben, je me rends compte que ça marche pareil. C'est assez intéressant. Il y a un bouquin que je te conseille pour toi qui t'entraînes essentiellement en poids de corps et sur seulement quelques séries un peu tous les jours. C'est que tu connais peut-être déjà. Hein. Ça s'appelle L'entraînement d'un détenu. Non. Et c'est un super bouquin qu'un gars a écrit quand il était en prison. Oui. Et donc seul dans sa cellule, il s'est fait un programme d'entraînement. Et pareil, à base de quelques séries d'un seul exercice par jour, 100% poids de corps. Et je l'avais suivi pendant quelques années, celui-là, et il m'avait donné d'assez bons résultats. Maintenant, je suis un peu devenu une bête de confort, c'est-à-dire que j'ai un peu de matériel et je m'amuse avec. Mais en soi, comment dire, mon corps, il n'a pas beaucoup changé depuis cette époque-là. Donc, c'est pas mal. L'entraînement d'un détenu, c'est tout à base de traction, de pompe, de squat sur une jambe, de choses comme ça. Ouais. Et je crois que l'étape ultime de l'exercice des pompes dans ce bouquin-là, ça doit être les pompes sur un bras propre avec les jambes serrées. Je ne sais pas si tu y arrives avec les jambes serrées. Non, j'ai pas encore fait avec les jambes serrées. Non. Et c'est super dur. Et je pensais que c'était impossible en voyant les photos sur le bouquin à l'époque. Et il y a quelques gars qui ont posté ça sur YouTube. Et tu les vois, effectivement, il y a des gars qui arrivent à faire des pompes à une main avec les jambes serrées, comme si tu avais les 2 mains, mais avec un bras en moins, quoi. Ouais, bah ok. C'est impressionnant. Ça me donne de nouveaux objectifs, des trucs à travailler. Il y avait même, je crois, dans ce bouquin, un exercice qui était les pompes en ATR, tu sais, en poirier, quoi. Enfin, en équilibre, ouais. Sur un seul bras. Ah oui. Et lui, dans le bouquin, c'était montré avec un appui mural, hein, je crois, quand même. Ouais. Et je crois que personne n'a jamais réussi à le faire. En tout cas, régulièrement, je fouille YouTube parce que j'essaye de voir si quelqu'un y arrive. Et je crois que j'ai jamais vu quelqu'un y arriver. Ouais, ça a l'air assez chaud. Ouais. C'est hyper chaud, quoi. Et en véritable appui, c'est-à-dire sans un appui mural, je pense que ça doit être très très difficile. Ouais, déjà, mais il y en a qui arrivent. Moi, j'ai déjà vu des mecs en vrai le faire. De vraiment descendre, limite à poser la tête et à remonter. Avec deux mains sans appui mural. Ah oui, avec 2 mains, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais avec un seul bras, ça me paraît chaud. Ouais. Mais bon, rien n'est impossible. J'aime à croire que rien n'est impossible et je regarde assez souvent s'il n'y en a pas un qui a réussi à le passer, quoi. Ouais. Voilà, ok. Et je reviens un petit peu à l'alimentation. Donc tu disais, tu t'en fous un petit peu. Donc ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que tu t'en fous de la qualité de ce que tu manges
Tu manges ce que tu as envie quand tu veux, ou est-ce que tu cherches quand même à avoir une alimentation saine, la plus vivante possible? Bien sûr, donc ça c'est plutôt avec, en rapport avec enfin, avec l'écologie en fait. Donc moi je boycotte les supermarchés déjà depuis longtemps. De toute façon je pouvais plus y rentrer parce que j'ai jamais mis un masque. Et donc oui, dans ce que j'achète en fait, oui évidemment je fais que dans les magasins bio ou dans les marchés chez les petits producteurs, etc. Donc ouais, c'est la qualité de l'aliment et c'est plutôt par rapport à son origine et à l'impact qu'elle a sur le monde. C'est plutôt ça qui va imprimer dans ce que je recherche. Donc je fais attention à avoir de toute façon une consommation de qualité, aussi une alimentation de qualité, mais c'est par rapport à comment je consomme pour mon environnement, pour la planète. Et après, non, je m'en fous, mais voilà, je connais les règles vu que j'ai été professionnel. Mais j'étais beaucoup privé, donc aujourd'hui, ouais, je ne vais plus trop me priver. Je sais que si un jour je prends la compétition, de toute façon, il faudra que je m'y remette parce que si on veut exceller, quel que soit le domaine, il faut quand même une grosse discipline et une grosse régularité. Mm. Donc voilà, mais là pour l'instant que j'y suis pas, bah ouais, j'en profite. Mais bon, après, il y a des périodes aussi où j'avais très peu de moyens, très peu d'argent, où je devais me rationner quand même. Mais enfin voilà, donc en ce moment, quand je peux me le permettre, bah, oui, c'est toujours comme les mêmes règles. Je déjeune assez tard, je commence par les fruits les plus aqueux pour m'hydrater en premier. Ensuite, je passe aux fruits plus solides, puis aux aliments transformés si j'en mange. Donc il y a quand même certaines règles que j'ai bien assimilées, bien intégrées, que j'applique toujours. Mais ouais, je ne me prive pas non plus. Donc voilà, je peux manger quand même des biscuits ou du chocolat ou des cookies quand j'en ai envie. Quand j'en ai aussi, ouais, je m'adapte beaucoup. Alors, Et, comment, la question, c'est, du coup, vu que tu ne vas pas dans les supermarchés, où est-ce que tu vas chercher ta nourriture? oui, voilà, donc dans les magasins bio, surtout. Ouais, magasin bio, Euh, ouais, d'accord. Ouais, ouais. voilà, et sur les marchés ou chez les petits producteurs. Voilà. D'accord. Et pendant ta course, tu manges un peu chez tes hôtes, j'imagine, le soir, Oui, tu c'est nous as ça. dit. Donc on partage Comment tu trouves tes hôtes? Est-ce que c'est quand tu pars au début de ta course, tout est planifié ou c'est un peu au jour le jour? Ouais, non, c'est pas, c'est pas du tout planifié au départ. En fait, c'est vraiment une aventure de fou, la course de la liberté. Pour te donner un peu une idée, sur la troisième édition, je suis parti avec un pote à moi qui devait me trouver une voiture. Et on se retrouve la veille du grand départ, sans voiture, à la gare de Lourdes, alors que le départ est à Saint-Nazaire, sans billet de train, avec les trains complets, sans mèche ni carburant pour le flambeau, sans aucun autre de prévu sur les 28 jours, et avec très peu de sous dans la cagnotte. Et on part comme ça à l'aventure. Donc non, ça se fait vraiment au jour le jour. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le milieu des résistants ou des collectifs voilà, qui luttent contre ce qu'on a subi avec le Covid pour la liberté, j'ai une certaine renommée et j'ai rencontré beaucoup de gens plutôt dans l'immédiat avec les différentes courses, vu que je rappelle que j'en suis à ma sixième Mhm. et que j'ai parcouru un peu toute la France et que voilà, je commence à avoir des liens partout. C'est aussi ça la course de la liberté. C'est vraiment aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est pour plutôt que contre. C'est une grande célébration de la vie où j'en profite du coup pour voir le véganisme, mon mode de vie, l'anarchisme, le retour à la nature, ouais, ma façon de vivre avec le sport, avec plein de choses. La mythologie, la philosophie aussi, beaucoup de choses que je peux transmettre. Et donc voilà, aujourd'hui, je connais beaucoup de monde en France et sur les réseaux, même si moi je suis pas très doué, bah, je fais mes publications sur Telegram et puis c'est relayé ensuite sur Facebook, c'est relayé un peu par beaucoup de gens qui ont des contacts dans les collectifs. Et après ça, les gens répondent, me contactent pour me dire, bah, nous on peut vous héberger telle étape, tel jour, et c'est comme ça que ça marche. D'accord. Ouais. Et donc, est-ce que du coup, il y a certains jours où tu n'as pas d'hébergement? Ouais, alors c'est arrivé beaucoup sur la fameuse troisième édition, là où j'étais avec mon pote, on est parti comme ça. Mais c'était pendant l'été en Bretagne avec un pote à moi qui est jeune, donc on dormait dehors à la belle étoile et puis c'était aussi des bonnes expériences. Mais depuis, on a toujours trouvé des autres où il y a eu des fois où on a dû prendre des Airbnb ou alors on a été dans des gîtes pas trop chers, mais c'est rare. Généralement, je trouve quand même Ouais. quasiment à chaque fois maintenant. Oui, parce que tu ouvres quand même une cagnotte avant chaque course, j'imagine. Alors, je le faisais, mais j'ai arrêté parce que j'avais été censuré. J'ai appris après, de toute façon, que Litchi, c'était des gros vendus parce qu'ils avaient Ouais. aussi fermé une cagnotte. Je sais plus comment s'appelle, ce boxeur aussi qui avait cogné des flics à Paris, là. Et, il Oui, je me avait, rappelle voilà. le grand chauve, là, je me rappelle plus Ouais, comment il bah, s'appelle. sa cagnotte Litchi aussi avait été fermée. Les gens n'avaient pas été remboursés. Donc, Oui, moi, alors qu'il y avait eu un truc genre 300 000 euros ou quelque chose comme ouais, ça. enfin, je C'est sais énorme. pas, mais je sais pas combien, mais en tout cas, il avait pas touché ces sous-là et puis les gens n'avaient pas été remboursés. Donc, Ouais, moi, je savais ouais. pas ça.
Et avant que Litchi ne censure aussi ma cagnotte. Mais moi, ça va, j'ai eu de la chance. C'était avant, en fait, dès le premier versement, ils ont dit voilà, la personne a été remboursée parce que votre cagnotte ne respecte pas certaines conditions, sans préciser lesquelles, bien sûr. Donc, D'accord, ouais, non, c'est quand même assez scandaleux parce que quand on te refuse un service que d'autres, enfin, je sais pas, tu vois, ouais, mais c'est de la censure. C'est de la c'est censure. c'est de la censure pure et Je veux simple, dire, sans parce qu'en plus, justification, quoi. moi, je crois pas au hasard. Et à ce moment-là, j'avais créé une section course de liberté dans mon article Wikipédia. Donc, il y a un article Wikipédia qui a été créé sur moi, dont je ne suis pas à l'origine, mais que j'ai mis à jour plusieurs fois, vu que tout le monde peut avoir accès à Wikipédia. Et j'avais créé, du coup, une section course de la liberté où j'en parlais, où j'expliquais ce que c'était. Ouais. Et ils l'ont censuré aussi, cet article-là, en même temps qu'il y a eu ma keynote multi qui a été censurée. Donc, ouais, moi, je crois pas trop au hasard. Ouais. Et Bah, donc, j'en ouais, profite juste que tu parles de Wikipédia ouais, pour adresser un petit message aux auditeurs. Il paraît qu'il y a un truc qui est super bien pour faire connaître notamment le podcast, c'est d'aller sur ta fiche Wikipédia, par exemple, ou celle ouais, des autres invités, et ouais. toutes les infos que tu me donnes là aujourd'hui et qui sont pas dessus, les gens peuvent les rajouter en citant le podcast Vegan Fighter France dans les références. Et Yes. ça c'est excellent pour référencer le podcast. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Ceux qui se chaufferont à le faire, allez-y. Yes. Voilà. Yes. Je pourrais peut-être le faire parce que je voulais leur faire une petite contre-attaque. Bon, ça se trouve, ça va entraîner la fermeture de l'article, mais je pensais leur faire une petite contre-attaque à Wikipédia, mais on verra. Ouais. Et donc, à part ça, ouais, donc les cagnottes, aujourd'hui, en fait, elles sont vraiment dans le spontané. On a une petite boîte à dons qu'on sort sur les arrivées. Voilà, c'est du don libre. Des fois, j'ai des collectifs qui m'organisent des Mais cagnottes entre eux. physique, tu veux dire une Ouais, boîte ouais, d'accord. ouais, c'est ça. Et Et d'accord, ok. Et c'est comme ça que tu finances les imprévus du type, à un moment donné, il y a nulle part pour dormir, faut prendre un petit gîte ou quelque chose comme ça. c'est surtout pour les frais de la course, en fait, du coup, que les gens qui m'accompagnent, je puisse leur payer l'essence et puis les nourrir. Pendant, on n'est pas forcément, voilà, généralement, on partage le soir un repas avec les autres, mais bon, il y a quand même le reste de la Oui, journée. parce qu'il y a un staff qui te. Enfin, t'as des collègues qui te suivent sur. Dans l'idéal, oui. Pas toujours. Il y a des périodes où je me retrouve sans staff, où je suis tout seul en autonomie. Donc ça, c'est Ouais, très physique, voilà. Mais par exemple, j'avais été bichonné, j'avais une équipe avec une camionnette qui m'a suivi pendant les 4 semaines. Donc là, c'était d'accord. l'idéal. Après, du coup, ça coûtait un peu plus de frais, mais franchement, ça va. Nous, on a l'habitude de vivre avec le minimum. Donc voilà, les frais, voilà, c'est pour nous nourrir, c'est pour payer l'essence, et puis c'est tout. Et, D'accord. mais là, par exemple, sur cette édition, ouais, là, j'ai Sébastien que tu as eu au téléphone tout à l'heure, qui a fait au Mhm. début presque 2 semaines avec moi. Ensuite, j'ai eu 10 jours où j'ai passé un certain temps en autonomie, où j'ai ma petite maman de cœur qui m'a rejoint pendant 4-5 jours aussi. Et voilà, je dois faire des transitions un peu. Les autres se mobilisent beaucoup dans ces cas-là. C'est quand même très, très fort, très touchant, cette solidarité. Je peux courir avec le sac à dos quand même pour me débrouiller un peu, pour le pétrole dans le sac pour ravitailler le flambeau. Moi-même, que j'ai un petit peu de fruits pour mon ravitaillement. J'ai Oui, toujours la parce que le flambeau, il reste allumé pendant tes 30 kilomètres, quoi. C'est ça, c'est vraiment le but de la course parce que ce que je fais, c'est pas un exploit sportif. Aujourd'hui, tu as beaucoup de champions d'ultra trail qui font des performances bien, bien plus impressionnantes. Mais voilà, ce que je fais, le but, c'est vraiment d'incarner le mythe de Prométhée. Donc, je cours 30 à 40 km par jour avec le flambeau allumé. Ça, c'est très important. Et comment tu définis le point de départ et le point d'arrivée? C'est toi qui les choisis, j'imagine. C'est moi qui choisis, qui définis les parcours. Ouais. Et ton parcours, il est différent à chaque édition. C'est ça. Chaque édition, ça a été très différent. La première, du coup, c'était logique. C'est parti du point où j'étais moi à Argelès-Gazost dans les Hautes-Pyrénées jusqu'à Paris. On Ouais, a fait en sorte de passer par Clermont-Ferrand parce que j'aime beaucoup cette ville et que j'y ai séjourné, que j'y ai vécu des choses fortes et pour que ça colle aux 30 km par jour, sinon ça faisait plus court. Et d'accord. après, du coup, chacune des éditions a été différente, mais je fais en sorte de les tracer. C'était jamais de façon fortuite quand même. Il y en a une où j'ai fait exprès d'arriver à Strasbourg, qui est une grande ville importante, où j'ai fait tout l'Est, où je passe par des points qui peuvent être importants dans ma vie. Je suis passé par exemple à côté de l'endroit où j'ai eu mon accident, où je me suis cassé 2 vertèbres en 2014. Il y a des lieux que j'apprécie, des lieux où j'ai envie de passer, des lieux où je sais que les gens sont mobilisés. Voilà, et je fais en sorte que les étapes arrivent dans les grandes villes ou dans les lieux importants. D'accord. Et du coup, là, il te reste que quelques jours, il me semble, C'est pour ça, finir 3 jours. trois jours.
Quel est ton ressenti là, à 3 jours de la fin? Alors, cette édition, ça aura été de loin la plus dure. Je suis parti très blessé. J'ai eu des moments sans équipe. Mais je pense que ça devrait être intéressant sur ce qui va déboucher derrière. À Nantes, ça doit être une sacrée fête pour l'arrivée parce que j'ai déjà rencontré des collectifs nantais il y a 2 mois et ils aiment beaucoup ce que je fais. Ils sont très impliqués, très motivés, donc ils me préparent de belles choses. Puis moi, je vais retrouver ma chérie qui habite en Bretagne à ce moment-là, qui va finir avec moi, qui va courir avec moi. Il y a Sébastien, du coup, que tu as eu au téléphone, voilà, qui est alsacien, qui est avec moi aussi. Oui, j'ai entendu l'accent. C'est un peu un frère de cœur aussi qui sera là, qui va courir avec moi. Il y a Laurent, qui est un Breton, qui nous a accueillis sur la 3e édition, qui était le Tour de Bretagne, qui a fait le flambeau et qui va courir avec moi aussi, qui est le père du flambeau. Ça devrait être une sacrée fête et ça risque de m'ouvrir pas mal d'opportunités, de chemin derrière. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu la tête dans le guidon, comme on dit, donc je suis à fond dans le présent. On verra après. Mais je pense que voilà, c'est vraiment une magnifique aventure, la course de la liberté. Quand j'arrive à le faire, c'est le plus beau métier du monde. Il faut pouvoir le faire, mais voilà, parce que même quand je cours sur la route avec le flambeau, la plupart des gens sont quand même interpellés. Donc on a des sourires, on a des klaxons, on a des gens qui lèvent le bras, il y a des gens qui s'arrêtent pour nous demander ce qu'on fait, des gens qui nous félicitent, des dames qui s'arrêtent un peu plus loin pour me donner des fruits ou qui me proposent à boire. Voilà, c'est vraiment un très, très beau métier. Au niveau des rencontres avec les humains, c'est incroyable. Entre les courses, moi, je retourne voir les autres avec lesquels je me suis lié, avec lesquels je me suis attaché. C'est ce que j'appelle mes tours intimes. Ensuite, ils peuvent participer aux éditions suivantes, comme le brother Sébastien que tu as eu tout à l'heure, qui fait partie de mon équipe aujourd'hui. Je l'avais rencontré sur la fin de la 4e édition. Il a fait partie de l'équipe sur la 5e et la 6e. Ma petite maman de cœur aussi, qui m'accompagne sur beaucoup d'éditions maintenant. C'est une de mes autres sur la première édition. Donc, c'est une grande famille qui se forme avec la course de la liberté. Voilà, c'est une aventure magnifique avec la nature, avec l'humain. Et ouais, c'est vraiment le plus beau métier du monde, mais il faut pouvoir le faire. Il faut être en état et c'est mieux avec une équipe quand même. Ouais, et comme tu dis, aujourd'hui, c'est ton métier en fait. Hein. Entre deux éditions, tu fais des petits boulots, des trucs comme ça, ou Non, pas du tout. tu te reposes? Ouais, c'est pas vraiment du repos. Donc, entre les éditions, je continue à voyager, à retourner voir du coup les autres, soit de l'édition précédente, et à préparer la suivante en fait. Je peux donner des cours de Muay Thai. J'ai beaucoup vécu comme ça aussi pendant une année, surtout l'année qui a suivi le Covid en fait, où je vivais dehors dans la nature. Et je donnais des cours dans les Pyrénées et je commençais à avoir une petite renommée, ça marchait un petit peu bien. Bon, c'était quand même assez dur parce que c'est des cours que je donne à prix libre. Donc j'ai besoin de peu pour vivre, mais il y avait des fois où les gars n'étaient pas toujours motivés selon les conditions météorologiques et tout ça. Donc c'était pas forcément évident, mais j'ai beaucoup donné de cours et j'en redonne aussi entre les éditions. Des fois, il y a des clubs de Muay Thai qui m'appellent pour ça aussi. Donc, voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'y vis surtout grâce à la course de la liberté. Voilà, j'ai vu que tu avais fait une initiation de Muay Thai au milieu de ta course, là, il y a quelques jours. Ouais, sur Briard, ça, je propose toujours ça en fait sur les éditions qui durent 4 semaines. Il y a un jour de repos au milieu de la course et j'en profite toujours pour donner une initiation de Muay Thai. Voilà. Ouais, c'est quelque chose qui est, quand tu fais une initiation, c'est quelque chose qui n'est pas trop physique pour toi. Tu fais plus travailler les autres ou... C'est pas trop physique, oui, c'est accessible à tout le monde. Il y a des gens de tous âges, voilà, c'est pour faire des rencontres, pour échanger, et puis c'est remplir un peu la cagnotte, mais bon, c'est surtout pour continuer l'activité, le lien, la rencontre et faire vivre la course. Ouais, je vois. Du coup, prochaine édition, tu as une idée de où tu iras? Ouais, j'ai beaucoup d'idées en fait, donc je vais au jour le jour, il n'y a rien qui est jamais sûr, on s'adapte à ce qui se passe, mais la 7e édition, je pense partir fin août ou début septembre, et faire une partie des Pyrénées depuis Hendaye jusqu'à Bagnères-de-Buchon, en passant par chez moi, Argelès-Gazost, c'est tout mon pays de cœur, et remonter ensuite en suivant le cours de la Garonne, on part Toulouse, Auch, tout ça est terminé à Bordeaux. Donc ça, c'est une idée pour la 7e, et sinon pour l'année prochaine, on a pas mal d'idées assez déjanté, mais on n'y est pas encore. Mais voilà, il y a les 80 ans du débarquement l'année prochaine, et donc on pourrait suivre les chemins de la liberté depuis les plages de Normandie jusqu'en Belgique. Et il y a aussi, bon ça c'est vraiment à l'état hypothétique pour l'instant, mais on a pensé à faire un projet qui s'appellerait Retour de flamme, là où ils vont courir avec la torche olympique. Moi je passerai courir à contresens avec ma flamme. Donc on verra, c'est pas encore, il n'y a rien de certain là-dedans, mais on verra. D'accord, écoute, si tu te fais une édition dans le sud-est,
Ouais. N'hésite pas à m'appeler. Hein. Ouais. Ce serait avec joie que Alors, je tu me dis, t'hébergerai pour... on est déjà passé sur Nice lors de l'édition précédente. Sur Nice, d'accord. Ouais. On était arrivé depuis le Luberon et le Verdon. Depuis Avignon, on a traversé plein est. On a fait Fort-Calquier, Nice. Ensuite, on est descendu voilà, j'habite Cannes et Marseille. tout près de Fort-Calquier, moi. Donc, C'est vrai? Ouais. On est passé chez eux. On a rencontré Merlin et tout ça. C'était cool. Et oui. Moi, je suis plutôt côté Manosque, quoi, mais c'est juste en dessous de Fort-Calquier. Ouais, on y est passé. Voilà. Loupé, je te connaissais pas encore. Ouais. Mais à l'occasion, si tu repasses, c'est avec plaisir, courant. De toute façon, je suis ta page internet et puis tu as mon email maintenant. Donc, super. N'hésite pas. Écoute, je vais te laisser te reposer. Parce que tu dois être un peu crevé quand même. Il te reste plus que 3 jours. Ça fait combien de temps? Là, je suis dans ma 26e journée. Ça fait 26 jours que tu cours. Voilà, donc, bon repos à toi. Merci. Bonne fin de course. Yes, merci. Et à bientôt. Yes, ciao. Ciao. Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, c'est qu'a priori il vous a plu. En quel cas, je vous remercie d'avance de nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple, un commentaire sympa sur Apple ou sur YouTube. C'est ce qui contribue à nous donner de la crédibilité aux yeux de nos futurs invités. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur votre application d'écoute et nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et pourquoi pas les 3 à la fois, si vous souhaitez nous apporter un maximum de soutien. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.